Bonsoir Marion, Salut Charline, comment vas-tu? je vais très bien ici et toi? Ouais, très très cool de te retrouver sur un live. Mais Un an oui, après finalement, c'est vrai. notre premier live. Ouais. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout Il le commence monde. à y avoir du monde qui se connecte, c'est Trop cool. bien. C'est cool de vous retrouver. C'est notre troisième Elia Week de l'année au final et la dernière. Et on est ravis de pouvoir la faire avec toi, Charline, Je suis pour ravie parler d'un d'être là. sujet qui nous tient à cœur et qu'on a déjà traité sur des vidéos. Une vidéo qui est sortie en milieu d'année autour des règles abondantes. Mhm. Et Grand aujourd'hui, tu sujet. vas nous... C'est un très très grand sujet. En tout cas, on a pas mal de sujets. Donc, n'hésitez pas à poser toutes les questions. Je vais me présenter pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas, en tout cas qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Marion, je suis la cofondatrice de la marque Elia. Elia a été lancée en 2018-2019 avec pour objectif de proposer toute une gamme de lingerie menstruelle qui s'adapte à tous les jours du cycle et donc à tout type de règles, les règles légères aux règles abondantes, voire très abondantes et hémorragiques. Et on accompagne effectivement toutes nos clientes dans toutes leurs étapes de leur vie avec des produits les plus simples possibles pour le corps et pour la planète. Et on travaille régulièrement avec toi, Charline, pour nous accompagner sur des projets et des sujets santé. Puisque ben, nous, on est une marque de lingerie, on fait pas partie du corps médical et on n'est pas professionnel de santé comme tu peux l'être. Donc, merci de nous rejoindre Avec ce soir plaisir. sur ce live. Est-ce que tu peux te présenter, Charline, Bien pour ceux sûr, qui ne te connaissent pas encore? bien sûr. Bonsoir à tous. Je m'appelle Charline et je suis sage-femme, comme mon nom, mon compte Instagram le dit. Je suis sage-femme depuis maintenant plus de 6 ans. J'ai travaillé plusieurs années en hospitalier et à présent, je suis sage-femme libérale. Et je tiens depuis maintenant bientôt 2 ans ce compte Instagram, charline.sagefemme, où je diffuse de l'information autour de la santé de la femme, que ce soit autour de la grossesse, c'est souvent ce qu'on pense le plus lorsqu'on dit sage-femme, mais également des informations autour de ce qu'on va appeler la santé gynécologique, parce que pour ceux qui ne le savent pas, les sages-femmes font également du suivi gynécologique. Et moi, j'adore la gynéco, j'adore pouvoir suivre les femmes tout au long de leur vie. Tu vois, chacune a son tout au long de Ouais. la vie. Vraiment, de la puberté à passer la ménopause. Donc voilà, ça fait partie de notre champ de compétences en tant que sage-femme. Et moi, particulièrement, c'est un sujet qui m'intéresse énormément, tout ce qui touche à la gynéco. Bah, c'est super parce que en te découvrant, j'ai aussi redécouvert le métier de sage-femme parce que c'est vrai que moi j'ai connu le métier de sage-femme avec ma première grossesse Mhm. et c'est vrai que bah, j'ai toujours souffert de règles très très abondantes et donc ça me tenait très à cœur, à la fois par mon expérience perso mais aussi par toutes les demandes qu'on peut recevoir de la part de nos clientes ou des abonnés au compte Instagram Elia, de parler des règles abondantes. Donc Charline, est-ce que tu peux enfin nous dévoiler et nous parler des règles abondantes? Qu'est-ce que c'est? Ouais. Alors, les règles abondantes, y a beaucoup de femmes qui pensent avoir des règles abondantes, mais qui ne savent pas forcément est-ce qu'elles sont vraiment abondantes, est-ce que c'est inquiétant, est-ce que c'est normal, est-ce que tout le monde a des règles comme ça. Et du coup, je vais déjà vous donner des pistes pour savoir si vous êtes concerné. Selon votre moyen de contraception, peut-être que, par exemple, un cas très fréquent, c'est que moi, j'ai beaucoup de patientes qui ont démarré quelques années après le début de leur puberté, la pilule hormonale, et puis un jour décide de l'arrêter, soit pour désir de grossesse, soit juste pour souhaiter changer de contraception ou arrêter celle-là. Et là, elle se dit, waouh, en fait, la quantité de mes règles, mais elles sont hyper abondantes. Et en fait, pour certaines, elles sont en quantité normale. Qu'est-ce que c'est la quantité moyenne des règles? C'est déjà un nombre de jours. En moyenne, les menstruations, ça dure entre 3 et 6 jours. Et on va dire que supérieur à 7 jours, ça va être des quantités plus importantes. On peut considérer que c'est abondant. Même si en journée, D'accord. c'est peu, on peut dire, tiens, ça dure quand même longtemps. Mais en termes de quantité, ça peut se calculer grâce à un score. Ça s'appelle, donc on parle du score de IGAM, c'est un tableau qu'on peut trouver sur Internet. Vous pouvez trouver ça sur Google. On peut trouver aussi, alors en fait, les tableaux ne sont pas tous les mêmes, les scores de IGAM. Sinon, on peut trouver la même chose en tapant PBAC, score de PBAC. Et en fait, concrètement, vous pouvez calculer sur votre semaine de menstruation, j'ai utilisé combien de protections, à quel point elles étaient remplies. En fait, souvent, vous allez trouver avec des protections jetables. Ouais. Ouais.
les En fait, on protections. l'avait fait, tu sais, on avait fait une vidéo ensemble sur Oui, comment calculer les règles abondantes et tu c'est me ça, parlais de cuillère à soupe. exactement. Et justement, dans cet article qui est sur notre site, qui Oui. s'appelle Comment savoir si on a des règles abondantes, on reprend effectivement ce tableau et c'est très facile de pouvoir calculer effectivement si on a des règles abondantes. Et comme tu le dis, c'est un mix entre le nombre de jours, le nombre de serviettes ou de tampons qu'on utilise. Et on est allé le proposer. Donc, si, n'hésitez pas, pour ceux qui ont envie de faire le test, à aller voir directement sur notre site internet. On pourra vous mettre le lien en commentaire. Vous pourrez le calculer et Charline explique très très bien en tout cas Avec les comment ça se tickets. passe et puis voilà, et vous pourrez retrouver aussi cette vidéo dans les IGTV. Je suis pas une pro d'Instagram, hein. C'est ça. Dans les IGTV, voilà. Mais c'est très cool et c'est vrai que c'est un marqueur, tu vois. Moi, je pensais avoir des règles très abondantes Ouais. avant ma grossesse, puis j'ai eu ma fille et ensuite j'ai découvert les règles très très abondantes Ok. grâce à ce tableau. Mhm. Et je me suis rendu compte effectivement j'avais des règles beaucoup plus abondantes qu'avant ma grossesse. Alors je sais pas si Ouais. ça peut avoir un impact. Tu parlais de contraception, mais Euh, Ça peut. Alors, on n'a pas toujours toutes les réponses. Donc, ouais, en fait, c'est ça, vous allez calculer. Il y a aussi les débordements, à quel point, quand je mets des protections, ça déborde, à quel point je dois les changer. Donc, ça peut être effectivement transposable avec des protections réutilisables. Euh, Bah, en fait, les causes, alors le avant, après, est-ce que effectivement c'est parce qu'avant ta grossesse, tu avais une contraception et puis finalement, quand on l'arrête la contraception, il y a un temps aussi pour que le corps se remette en route. On ne trouve pas forcément la cause. Dans 80% des cas, on va dire qu'en fait, c'est juste un changement hormonal, comme un déséquilibre entre les deux grandes hormones du cycle, donc œstrogène et progestérone. Et donc, en fait, dans 80% des cas, il n'y a pas de cause vraiment formelle où on peut retrouver et dire ok c'est ça. C'est des choses qu'on peut retrouver facilement au début de la puberté, vraiment avec des cycles qui parfois, j'allais dire, cherchent à se régulariser et qui peuvent être très abondants et puis ça peut se régulariser. C'est aussi quelque chose qu'on peut remarquer facilement proche de la ménopause. Mais globalement, quand on a des déséquilibres hormonaux, ça juste entre guillemets, ça peut justifier des règles plus abondantes, effectivement. Puis après, il y a d'autres causes. ouais. Je me lance sur les causes, ça y est. Vas-y, je t'en prie. Il y a d'autres N'hésitez pas causes. si vous avez Oui, je me permets, n'hésitez pas si vous avez des questions. Ben là, complètement. j'en vois une. Alors, OPK, c'est peut-être le SOPK, Ouais. peut-être à l'origine de règles abondantes. Ça peut Alors, être introduire le sujet. et ben voilà. Alors, ça peut. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le SOPK, donc le syndrome des ovaires polykystiques, c'est une maladie qui touche une femme sur 10, qui est définie par la présence de petits kystes sur les ovaires et souvent des troubles du cycle, notamment des cycles sans ovulation. Et donc, on sait que effectivement, quand il y a des cycles sans ovulation ou des ovulations peut-être pas optimales, j'emploie ce terme, il peut y avoir une baisse de la progestérone qui est sécrétée grâce au corps jaune après l'ovule. Et en fait, cette baisse de la progestérone, ça donne comme un trop-plein d'ostrogène, alors qu'en réalité, l'ostrogène est normal, mais c'est une hyperostrogénie relative, c'est par le manque de... Et donc, effectivement, ça peut parfois justifier que les règles sont abondantes. Alors, le SOPK, c'est particulier parce que parfois, il n'y en a pas du tout des règles, puis d'un coup, elles sont très abondantes. Ça peut effectivement justifier parce que c'est une pathologie avec un déséquilibre hormonal. Après, il y a des causes, j'allais dire, toutes simples, connues, comme eh bien, le DIU au cuivre, donc le stérilet au cuivre. On le sait, le cuivre a un effet comme inflammatoire sur la muqueuse utérine et peut rendre les règles plus abondantes. Et donc, effectivement, si vous avez déjà des règles très abondantes, c'est rarement une contraception qu'on va recommander parce que si c'est pour être anémié 12 mois par an, c'est pas forcément une bonne idée. On le sait aussi, après une grossesse, le retour de couche, les cycles qui suivent, ils peuvent être effectivement sacrément abondants. Euh, Si jamais c'est la toute première fois, là c'est le premier cycle où vous n'avez jamais eu des règles abondantes, vous n'avez pas de contraception, et là aujourd'hui vous avez des règles hyper abondantes et extrêmement douloureuses, dans un coin de la tête, c'est quand même important de se dire, est-ce que j'ai une contraception, est-ce qu'il y a un risque de grossesse? Ah oui.
Si ça fait plusieurs cycles que vous avez des règles abondantes, c'est tout. Mais si c'est une fois et extrêmement douloureux, est-ce qu'il n'y a pas eu une grossesse? Est-ce que finalement, c'est pas une fausse couche? Ah oui, bah oui, parce que tu peux perdre le bébé très tôt, en fait, finalement. Les Exactement, risques de fausse couche sont très tôt au début de c'est la ça. grossesse. Et en fait, il Bah, suffit que, je sais pas, tu aies soit des cycles irréguliers, soit 4-5 jours de retard. Finalement, ta règles, tu dis, mais elles sont sacrément abondantes. Est-ce que c'était une fausse couche? C'est un point d'interrogation. Et ensuite, il y a d'autres choses qui sont moins fréquentes, mais si ça persiste et que vous avez tout le temps des règles abondantes et que ça vous handicape, eh bien, on va aller chercher s'il n'y a pas d'autres causes. Ça peut être des anomalies clairement au niveau de l'utérus, donc les fibromes, qui sont, alors j'aime pas employer le mot tumeur, mais c'est le mot qu'on dit tumeur bénigne, en fait, des masses au niveau de l'utérus, des polypes qui sont comme des excroissances, comme s'il y avait un petit truc en plus dans l'utérus. Il y a également donc l'endométriose, notamment l'adénomyose, qui est une forme d'endométriose qui se retrouve dans le muscle utérin et qui a tendance à donner aussi des règles abondantes. Euh, alors, il y a clairement, là je vous parle de cas rarissimes, mais comme on me demande les causes, vraiment, je suis oui, partie oui. des trucs plus, voilà, mais rarissimes. Ça peut être parfois un cancer. Alors ça, c'est plus des choses qu'on va retrouver chez les femmes proches de la ménopause, les cancers de l'utérus. C'est pas vraiment des saignements utérins, mais on garde en tête les cancers au niveau du col de l'utérus, parce que parfois on ne sait pas si c'est l'utérus ou le col qui saigne. Tout ça pour dire que vous tapez score de Vigam, vous regardez. C'est important de prendre de la distance avec ce score. Est-ce que vous utilisez, enfin, quel type de protection vous utilisez? Et avec ce résultat-là, eh ben, vous allez chez votre soignant et vous dites, bah, c'est vrai que j'ai des règles quand même très abondantes et j'ai vu que j'avais un score. Donc, on dit que lorsque le score du score de Vigam est supérieur à 100, ça veut dire que vous avez des saignements supérieurs à 80 millilitres et que c'est des saignements abondants. C'est pas forcément problématique. Si par contre le score est supérieur à 150, dans ces cas-là, on va vous conseiller un traitement parce qu'effectivement, c'est peut-être qu'il y a quelque chose Autre chose. ouais, voilà, à équilibrer parce qu'après, c'est épuisant. Et alors, tu disais que tu donnais du score, des scores, mais c'est vrai que quand on a bossé ensemble autour de notre vidéo, tu Oui, parlais en termes de cuillère à soupe, oui, parce que 100 millilitres au final, ou 80 millilitres, ça représente très peu au final de 100. oui, ça représente peu. Attends, d'un coup, j'ai un petit doute, ça représente 6 cuillères? J'ai un petit doute. J'ai Alors, pas fait le parallèle. quatre grosses cuillères à soupe Oui, de c'est 100, ça. Ouais. grosso modo. Non, c'est important de Et le redire c'est parce ouf. qu'effectivement, on a l'impression de perdre des litres et des Une litres. canette, quand j'étais ado, on disait qu'on perdait une canette de coca entière de Ouais, sang pendant ses règles, ce qui me paraissait énorme. Et c'est vrai que quand j'ai fait ce test, je me suis dit, mais pas du tout, en fait. C'est très ouais. peu. Et tu vois, c'est vrai que on a des clientes parfois qui utilisent nos culottes Mhm. et qui choisissent pas forcément la bonne culotte pour le bon flux. Et Mm. elles vont avoir un entrejambe qui vont pas être assez large. Et du coup, quand elles ont un flux central et très abondant, donc ça va couler très vite au même endroit tout de suite, eh ben, on va avoir des fuites. Et Mm. elles vont penser peut-être parfois avoir un flux très abondant alors qu'elles ont un flux ce qu'on peut appeler central en fait. Je sais pas Ouais. si tu peux nous en dire un peu plus sur ça ou euh, Plus que ce que tu... des gens qui perdent très vite d'un coup Ouais, ou des gens qui vont perdre toute la journée, tu vois, et on considère qu'elles ont quand même un flux abondant parce que sur la durée, c'est ouais, plus abondant. C'est ce que tu c'est disais tout à l'heure, c'est ça, effectivement hein? important de le souligner, un peu comme cette sensation, par exemple, des personnes qui euh, vont pas spécialement avoir l'impression d'avoir beaucoup de pertes et puis d'un coup vont se lever et fou, Mm. ça coule. Il y a des choses qui peuvent favoriser le fait que ça coule plus d'un coup. Par exemple, bah, le fait de se mettre debout, le fait de faire du sport, le fait d'avoir chaud, les sources de chaleur. Ça, c'est des choses qui peuvent faire que d'un coup, ça coule ou en fait, peut-être que sans vous en rendre compte, vous étiez en train de serrer le périnée et d'un coup, il se relâche, juste je suis détendue ou j'ai changé de position ou enfin, c'est aussi comme ça que certaines personnes ont l'impression d'avoir du sang que quand elles vont faire pipi. Bah, en fait, Et c'est le flux instinctif c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en sans fait, le elles vouloir font en un fait. espèce de flux instinctif sans le vouloir, quoi. C'est qu'elles Mm. retiennent et puis d'un coup, ça peut effectivement d'un coup se perdre. Ouais. Super. Et alors, j'ai quelques questions, mais qui n'ont pas vraiment un Ouais, rapport avec les règles abondantes. vas-y. J'ai eu mes règles à 10 ans. Est-ce que je vais avoir la ménopause tôt? Eh bien, pas forcément.
Vraiment, en fait, on sait qu'il y a un âge moyen de début de la puberté et pour autant, c'est pas pile poil, par exemple, 40 ans, de 10 ans à 50 ans. Idem, les personnes qui ont leurs règles à 16 ans, elles vont pas se retrouver à 60 ans. Donc non, pas forcément. En fait, on a tous un stock de gamètes plus ou moins tous un peu le Défini. même, mais non, enfin, voilà, chaque personne est différente, au même titre qu'il y a des personnes qui ont des ménopauses précoces. Donc, non, pas forcément. Super. Alors, il y a d'autres questions. Ça te va si Ouais, on les prend? bien Donc, y sûr, a-t-il un lien entre le poids et l'abondance des règles? c'est une bonne question. Ça peut, oui. Euh, En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nos hormones sont entre autres créées. Alors, je vais dire ça très simplement. Si jamais il y a des soignants qui nous écoutent, hein, voilà. Euh, En gros, il nous faut de la graisse pour avoir des cycles. C'est-à-dire une femme anorexique, une femme avec un taux de masse grasse, donc anorexique ou un taux de masse grasse très faible, par exemple les sportifs de haut niveau, eh bien, elles peuvent ne plus avoir leurs règles. Ah oui. Ça, c'est vraiment, et c'est aussi pour ça que globalement, quoi que nous fassions, les femmes ont toujours un peu plus de masse grasse que les hommes. Et en fait, c'est tant mieux Hmm. parce que ça contribue à notre cycle. Effectivement, le poids euh, peut agir, mais aussi parce que forcément, quand je pense à poids, je me pose la question du type d'alimentation également, tout en sachant, évidemment, hein, je prends de recul par rapport à ce que je dis, c'est que l'alimentation ne fait pas tout et que parfois le poids peut être, le surpoids peut être justifié par d'autres choses. Néanmoins, quand on parle d'alimentation, on sait que le fait d'avoir une alimentation équilibrée, par exemple, tout à l'heure, on parlait du syndrome des ovaires polykystiques, le fait d'avoir une alimentation équilibrée et une activité physique régulière contribue à diminuer les déséquilibres hormonaux du syndrome D'accord, ouais. des ovaires polykystiques, par exemple. Donc, vraiment, quand je vous réponds c'est possible, ça ne veut pas dire que c'est forcément, il n'y a pas C'est pas forcément une un lien règle. direct, Hmm. c'est une piste à explorer. Ok. Super intéressant en tout cas de lier l'alimentation, la graisse. C'est marrant parce qu'on faisait une vidéo avec toi et Léa des conseils Pharmadea Oui, qui disait le gras c'est la vie. Et ça se retrouve un petit peu dans ce que tu dis là en ouais, disant on a besoin de gras pour avoir ses règles et pour que ça fonctionne complètement. bien. Alors avec un plus ou moins un taux de gras élevé chez certaines personnes, mais voilà. Ensuite, j'ai une autre question. Depuis que j'ai eu mon premier bébé, j'ai des règles qui durent un mois. Un mois, euh, Ouais. alors, c'est compliqué pour moi de répondre à cette question-là parce que Mm. j'aurais envie de poser plein d'autres questions. Est-ce qu'il y a une contraception? Ouais. Est-ce que si les règles durent un mois, ça veut dire que parfois ça s'arrête et que ça reprend? J'ai envie de dire, si c'est qu'à aller consulter. Ouais, c'est ça, exactement. C'est le meilleur des conseils, je pense, hein, Oui, de toute façon. tout en sachant, tout à l'heure, je Euh, parlais de contraception. Il y a également les contraceptions au progestatif, donc implant, pilule progestative et stérilet hormonal. Alors, autant chez certaines personnes, ça va résoudre, ça fait partie des traitements des règles abondantes. Autant chez d'autres, ça va donner des spottings, donc des saignements irréguliers, et cette sensation d'avoir des saignements en continu et d'avoir ces règles en continu. Et dans ces cas-là, alors, on va dire que sur un tiers des personnes qui ont ce type de contraception sont dérangées par des spottings et qu'en 3 à 6 mois, 80% de ces 30% ne sont plus embêtés. Mais il y a quand même encore une partie qui est embêtée tout le temps et après, c'est à voir à quel point c'est fréquent, à quel point c'est abondant, à quel point c'est handicapant. Et on mm, jauge dans la balance si on garde cette contraception. Donc voilà, je pose la question parce que parfois après la grossesse, ça arrive souvent qu'on prescrive des contraceptions progestatives et qu'il y ait ce type de soucis qui soient rencontrés. ok. Alors là, j'ai une question qui m'a concernée. Je me posais beaucoup la question Ouh et je là là. pense que j'ai beaucoup de copines aussi qui se sont posées la même question et qui l'ont vécu. Alors, il y a quelqu'un qui dit, j'ai accouché il y a 10 mois et j'allaite. Au bout de combien de temps dois-je m'attendre à un retour des règles? Ça, c'est une très bonne Ouais. question. On le sait, l'allaitement peut décaler l'ovulation. Certaines personnes s'en servent même comme moyen de contraception. Sans allaiter, au plus tôt, vous êtes capable d'ovuler au bout de 3 semaines, voilà, on va dire 21-24 jours post-accouchement. Très rapide, quoi. Très rapide.
l'allaitement va être considéré comme un moyen de contraception lorsqu'il y a au moins 6 tétées par jour, jamais espacées de plus de 6 heures et pas espacées de plus de 4 heures la nuit. D'accord. Si Ah oui, et donc seulement c'est si, sportif. si et seulement si vous n'avez pas eu de saignement avant. En gros, si à un moment donné vous avez eu vos règles, c'est tout, c'est fini. Ça Tu ne les fonctionne auras tout le temps. pas. En termes, je ne me souviens plus de l'indice. Alors, l'indice de peur, donc l'indice d'efficacité, il n'est pas énorme de cette méthode-là. Je pense que Ouais, c'est. c'était très faible. C'est la méthode MAM, c'est ça? Ouais, Mama, c'est ça. MAMA, exactement. Ouais. Je crois que c'était très peu, hein. C'était C'est très- pas incroyable. Donc, en fait, c'est Ouais. toujours. Donc, voilà. En tout cas, au-delà de. Je ne veux pas m'en servir comme moyen de contraception, mais je constate que je n'ai pas mes règles. Par exemple, on utilise des préservatifs, une contraception naturelle d'observation du cycle ou le DUI au cuivre. Donc, c'est pas mon moyen de contraception. J'allaite et j'ai toujours pas mes règles. Et ben en fait, il y a certaines personnes, dès qu'elles vont sortir des clous que je viens de dire, elles vont ovuler et elles vont avoir leurs règles. D'autres, même en étant dans ces clous-là, comme on vient de dire, comme c'est pas hyper efficace, vont avoir leurs règles. Et d'autres, bah, il va suffire qu'il y ait une tétée par jour pour que ça bloque l'ovulation. Ouais, d'accord. C'est vrai que Donc, moi, j'ai attendu surtout, 6 mois, tu vois. Au bout de 6 mois, j'ai eu à nouveau mes règles. ok. Et ultra abondante, ultra Ouais. douloureuse comme jamais. Et d'ailleurs, il y a une question là qui est arrivée. Est-ce que règle abondante rime avec règle douloureuse? Bah, pas forcément. Souvent, souvent. Mais pas forcément. Vraiment. Enfin, C'est en fait, ça correspond à quoi finalement, les douleurs de règles vs l'abondance des règles? Ben, l'abondance, c'est vraiment l'endomètre, donc le coussinet à l'intérieur de l'utérus, qui est comme en produit très fortement et donc bah, il coule fortement. Mais finalement, les douleurs, c'est vrai qu'on pourrait se dire, comme il y a beaucoup à expulser, l'utérus doit beaucoup se contracter et donner beaucoup de douleurs. Mais pas forcément, c'est juste que, par exemple, effectivement, ça va presque plus dépendre de la cause. J'ai de l'endométriose, j'ai des règles abondantes, il y a des douleurs, oui, effectivement, ça va ensemble. Euh, Pareil, je vais donner l'exemple du DIU au cuivre. On sait que le DIU au cuivre peut augmenter le risque de douleur, mais il y a plein de personnes qui n'ont pas de douleur avec ces règles avec le DIU au cuivre et qui a quand même des règles plus abondantes. Et en plus, les douleurs, c'est pas forcément que lié à l'utérus qui se contracte pour expulser les règles. On sait que les douleurs d'endométriose, j'ai envie de dire, c'est presque un peu réductif de lier ça juste aux règles. Euh, Ouais. voilà, est-ce que c'est de l'endométriose qui est sur la vessie, sur le rectum? Est-ce que c'est des ligaments qui manquent de mobilité? Donc finalement, je peux aussi avoir des douleurs et des règles non abondantes. Hmm. Et alors du coup, pourquoi en fait le DIU au cuivre va impacter autant l'abondance des règles? Si je comprends bien de ce que tu as dit, pour essayer de formuler, Ouais. tu me dis, hein, le fait qu'on ait des règles abondantes, c'est parce que l'endomètre qui est dans l'utérus va se décoller. L'endomètre, il est produit par la progestérone post-ovulation, c'est ça? Pour pouvoir accueillir l'ovule. Moi, je Euh, suis pas du tout non, médecin. Il faut... l'endomètre, il est créé grâce à l'œstrogénie. Parce que le but, c'est que D'accord, l'endomètre il soit prêt au moment de l'ovulation. Comme ça, lorsqu'il y a d'accord. fécondation, le nid est prêt. Ouais, Mais en ok, fait, le DIU au cuivre, ça ne va pas agir sur les hormones, hein. On est d'accord, il y a zéro d'accord. Eh hormone. oui, C'est vraiment une action mécanique. C'est-à-dire que le fait que ça rende l'utérus un peu inflammatoire, d'accord. l'inflammation, je sais qu'il y a plein de mots qui résonnent aussi pour toutes les personnes qui ont de l'endométriose, l'inflammation peut donner des règles plus abondantes. D'accord. Ok, donc c'est pas forcément systématique. Ça dépend de la Exactement. sensibilité de son utérus. Ok, Ouais, voilà. Mais super. clairement, souvent, ça augmente, mais ça dépend un peu tout le temps de où on part. Il y a des personnes qui avaient Hmm. des règles tellement peu abondantes avant le DIU au cuivre que Ouais, finalement, elles vont être plus abondantes par rapport à elles avant, mais elles vont faire le score de IGA, mais elles vont pas être classées dans les règles abondantes. Ouais, oui, D'ailleurs, c'est juste des habitudes qu'on a. c'est ça, exactement. D'ailleurs, donc j'avais parlé en termes de traitement, donc il y a les contraceptions pour diminuer les règles. Et dans certains cas, on donne des anti-inflammatoires pour Hmm. diminuer l'abondance des règles. D'accord, ah, c'est hyper intéressant. Mais du coup, Ouais. on traite le symptôme et pas forcément la cause. Puisque du coup, c'est pas. Exactement. En fait, comme je disais, il y a 80% des saignements qui sont dus à un déséquilibre hormonal qu'on ne va pas forcément résoudre. Et on va souvent résoudre
effectivement le symptôme, contraception, anti-inflammatoire, Mm. tout ça. Ouais. Ah oui, et j'ai pas dit, excusez-moi, dans l'une des causes également, c'est que si toutefois c'est quand même très abondant et très fréquent, c'est important d'aller consulter parce qu'on va également chercher s'il n'y a pas des problèmes de coagulation. Ah oui, ok. En fait, Oui, vraiment, donc c'est pas le moment de prendre un aspirine à ce moment-là, quoi. exactement. Clairement, les personnes qui ont des règles abondantes ne prenez pas d'aspirine. Ça marche, j'ai d'autres questions Oui, qui parlent plutôt. Alors, je vais mixer deux questions. C'est trois questions. Comment est-ce qu'on détecte l'endométriose, l'adénomiose, et est-ce qu'on peut voir les fibromes à l'échographie? ok. Euh, Question pour les fibromes, oui. Ça arrive. C'est ça, c'est comment on détecte endométriose et adénomiose. Oui, Euh, exactement. alors, je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, enfin, je le dis pour ceux qui ne le savent pas. Donc, l'endométriose, adénomiose et endométriose, on va mettre tout ça dans la catégorie endométriose. Donc, c'est une pathologie qui touche aujourd'hui, les chiffres, c'est une femme sur 10. En moyenne, le temps pour diagnostiquer cette maladie, il peut s'écouler 7 ans à chercher. Dans ces 7 ans, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des rencontres avec des professionnels qui n'entendent pas les douleurs. Il y a des examens qui ne révèlent rien et qui sont répétés et qui ne révèlent rien et peut-être un jour qui vont révéler quelque chose. En fait, aujourd'hui, pour diagnostiquer l'endométriose, en première intention, c'est l'échographie pelvienne, donc l'échographie au niveau du bassin, et l'IRM. Et le truc, c'est que parfois, on ne voit pas. Alors, soit parce qu'il y a certaines formes d'endométriose qui ne se voient pas à l'imagerie, soit parce qu'on le sait, mine de rien, ça reste, c'est pas une maladie nouvelle, mais c'est nouveau qu'on s'y intéresse. Et donc, on n'a pas non plus des spécialistes qui ont l'œil pour tomber dessus. Mm. Et donc, souvent, les patientes qui ont des règles soit très douloureuses, soit très abondantes tous les deux, euh, en fait, la question, c'est à quoi ça sert de savoir que j'ai de l'endométriose? Là, c'est un peu, enfin, je vais un peu plus loin que la question, mais Ouais. c'est parce que pour moi, c'est essentiel quand on parle d'endométriose. À quoi ça sert de savoir que j'ai de l'endométriose? Exemple, j'ai 20 ans, j'ai mal depuis le début de mes règles. Aujourd'hui, je ne suis pas en projet bébé, on ne trouve rien aux échographies. Et là, c'est vraiment, je pose la question, c'est vraiment une réponse qui est personnelle, qui vous appartient à chacune. Est-ce que j'ai besoin de le savoir parce que j'ai besoin qu'on me dise, OK, il y a un nom à ce que vous avez. Et du coup, peut-être que je me sens pas seule, pas folle. Et je me dis, bon, OK, quand même, il y a un truc qui explique ça. Et ça peut faire du bien. Ce qui peut faire moins de bien lorsqu'on pose le diagnostic, c'est un peu toute la charge de l'endométriose. Souvent, quand on entend endométriose, on entend infertilité, ce qui n'est pas. Ouais. C'est une grande cause d'infertilité. Mais parfois, quand on plante la petite graine de mince, et si je suis infertile, on sait que ça peut aussi jouer le jour venu dans le projet de grossesse. Donc, c'est important de prendre de la distance lorsque le diagnostic est posé. Il est possible aussi qu'on n'arrive pas à poser de diagnostic parce qu'on ne voit rien. Et peut-être qu'on ne voit rien et qu'il n'y a pas d'endométriose. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas d'endométriose que ce que vous avez n'existe pas. C'est pas parce qu'aujourd'hui on ne sait pas mettre de mots sur vos douleurs ou sur l'abondance de vos règles que ça n'existe pas, que vous êtes folle, que vraiment. Enfin, non. C'est juste qu'aujourd'hui on ne sait pas toujours mettre un mot ou qu'il n'y a pas forcément de nom de maladie qui a été posé dessus. Mais c'est votre quotidien, donc ça existe. Et enfin, peut-être que j'ai tout ça, que j'ai de l'endométriose qu'on n'a pas vu. Et j'ai envie de dire, dans ces cas-là, il n'y a peut-être pas ce truc de bon, ok, je sais ce que j'ai. Mais dans tous les cas, les traitements seront un peu les mêmes en fait. Euh, donc vraiment, le mot endométriose, c'est un mot qui peut parfois soulager, c'est un mot qui peut parfois inquiéter. Et en tout cas, c'est pas parce qu'on ne trouve rien que vous n'avez rien. C'est peut-être pas Tes l'endométriose. mots, ils sont hyper, non, mais tes mots, ils sont hyper importants. Et pour avoir vécu endométriose, adénomiose et avoir vécu, je pense, plus de la moitié de ma vie avec. Ouais. Enfin bon, moi, j'ai un parcours endométriose. J'ai été opérée à 18 ans de Hmm. kyste qui avait créé une torsion ovarienne, en fait, hein. Et cette opération-là a créé une infertilité chez moi. Parce qu'en fait, on est allé racler ou enlever euh, une partie de mon ovaire. Et en fait, ça a altéré ma réserve Hmm. ovarienne. Et donc, du coup, effectivement, je suis entrée dans un process PMA. Mais j'ai plein de copines, parce que c'est vrai, on peut dire plein, parce que tu parles d'une femme sur 10 détectée, mais il y en a plein d'autres qui souffrent Tout à fait. d'endométriose et qui sont pas au courant, c'est ce que tu disais là, ou qui sont au courant, mais qui vivent très bien avec. Et en fait,
Elles ont eu des enfants très vite, elles sont tombées Ouais. enceintes très très vite. Et je discutais la dernière fois avec un professeur qui traite l'endométriose et qui me disait que la principale cause d'infertilité dans l'endométriose, c'était le type d'opération Mm. qu'on allait proposer aux femmes. Donc il y a eu énormément d'évolution, hein. Donc moi, il y a 12 ans, effectivement, on raclait l'ovaire. Maintenant, on va aller défenestrer le kyste en l'aspirant sans Mm. toucher l'ovaire pour éviter justement d'avoir toute cette réserve ovarienne qui s'en va, quoi. Ouais, qui atterrit. Et ouais, et du coup, l'adénomiose, alors comment est-ce que tu le définis? Alors, donc l'endométriose, pour rappel, c'est la présence en fait, de tissus qui ressemblent à, on va pas dire que c'est vraiment, qui semblent être comme l'endomètre, donc la muqueuse à l'intérieur de l'utérus. Et là, c'est ce type de cellules qui sont retrouvées dans le muscle de l'utérus. Pourquoi ça fait mal? Bah, c'est parce que ce sont des cellules qui réagissent aux hormones, et notamment quand on a les règles, vu qu'elles sont censées saigner. Et donc, elles réagissent quand vous êtes censé être réglé. Et c'est pour ça que ça crée des douleurs euh, peut-être plus profondes. Ça peut être aussi des douleurs pendant les rapports. Et donc, ça se diagnostique de, la, de la même manière, écho, IRM. Ouais. Moi, j'avais fait une hystéroscopie. J'ai Oui, fait tout à fait. plusieurs hystéroscopies. Ouais. Et en fait, c'est assez impressionnant parce que tu les vois, les cellules d'adénomiose. Et en fait, t'avais ton utérus. Enfin, j'avais mon utérus. Et donc, avec une hystéroscopie, tu Oui, m'arrêtes hein, si je me trompe, c'est une petite tout à caméra qu'on fait. va passer à l'intérieur de l'utérus. Donc, il y a différentes techniques. Ça fait plus ou moins mal en fonction du Mhm. praticien qu'on va avoir. Euh, Moi, j'ai tout testé, hein. J'ai fait les trois méthodes. Euh, et en fait, les lésions d'adénomiose, tu les vois au travers de l'utérus qui est tout rosé. Et en fait, tu vas Mhm. avoir des petites taches brunes ou noires qui sont en surface. Et alors, ce qu'avait fait le médecin lors de ma PMA, c'est qu'en fait, il était allé taper dans les cellules Mhm. d'adénomiose pour les éclater et qu'elles disparaissent. Et il m'avait dit, vous inquiétez pas, au bout de 2 3 heures, en fait, l'utérus va se refermer et l'adénomiose sera partie. Ok, bah là tu vois, Et je tu trouvais m'apprends ça quelque assez chose, fou. parce que pour le coup, donc moi c'est des actes que je ne fais pas, et ça je ne le savais pas, Ouais. donc trop bien. Je te remercie pour ce partage. Ah ben écoute, avec plaisir. Mais voilà, enfin, je te parle de mon expérience, tu vois, et Ouais. je pense pas que tout le monde le fasse parce que, tu vois, j'avais fait une hystéroscopie où il t'envoie de l'air dans l'utérus et c'est Mhm. hyper rapide. Hop, il prend une photo de l'utérus. Après, tu avais une hystéroscopie où tu rien en fait, et une autre hystéroscopie où là, c'était du sérum qui t'a injecté pour pouvoir rester un peu plus longtemps dans l'utérus. Mhm. Et donc voilà, c'était une bonne expérience et j'ai rencontré mon adénomiose à ce moment-là, ce Enchantée. qui n'est pas le cas de ouais, Ouais. exactement, ce qui n'est pas le cas de l'endométriose. Euh, Oui. donc voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou est-ce que je prends d'autres questions? Juste tant qu'on est dans le diagnostic, j'ai pas dit, mais l'une des manières également de diagnostiquer l'endométriose, qui est la manière un peu plus costaud, c'est la chirurgie. Il arrive chez les personnes qui sont vraiment extrêmement embêtées, par exemple dans un désir de grossesse, une endométriose, en fait, on peut faire des chirurgies à visée diagnostique. Donc, je suis peut-être pas sûre de ce que je cherche, de ce que je vais trouver, mais je vais chercher et opérer si je vois, ou je sais qu'il y a et clairement il faut opérer. Mais parfois, la chirurgie est à visée diagnostique dans certains cas. Et donc, dans ce cas-là, la chirurgie, c'est par célioscopie, là, les trois petits trous, nombril et bas du ventre. Voilà, je Ok, t'en prie, tu peux super. reprendre les questions. Alors c'est dans la même lignée et j'ai Ouais. quelqu'un qui dit, alors, est-ce qu'il y a un âge maximum pour essayer d'avoir un enfant, sachant que j'ai de l'endométriose sur les deux ovaires? C'est une super bonne question. Ouais. C'est une très bonne question. Alors, je réfléchis comment je prends l'info. Sachez que, alors moi j'adore nuancer, hein. Partez de ce principe. J'ai envie de vous dire que tant que vous n'êtes pas ménopausé, vous pouvez tomber enceinte. Par contre, euh, c'est intéressant quand on a de l'endométriose sur les ovaires, effectivement, de penser à sa réserve ovarienne. C'est pas pour autant que vous êtes forcément obligé de faire des enfants aujourd'hui. Aujourd'hui, il existe il y a des avancées, notamment, vous pouvez demander à faire conserver vos gamètes. Alors, ça demande de passer par la stimulation, la ponction, mais bon. Et en fait, ça vous permet Ça se aussi de vous fait. dire, ça vous permet de vous dire, ok, là, aujourd'hui, mes ovocytes d'aujourd'hui en bonne santé, ils sont conservés.
Et je suis pas obligée, si je suis à un moment dans ma vie où c'est pas le moment et de peut-être faire des enfants avec la mauvaise personne parce que j'ai peur que ça me passe sous le nez, euh, mettez-les de côté, vraiment renseignez-vous. C'était déjà ouvert aux personnes atteintes d'endométriose. Aujourd'hui, ça l'est pour toutes les femmes. Donc vraiment, vous pouvez vous permettre de vous renseigner. Et sinon, en termes, quand même, pour vous donner des chiffres, souvent, on dit qu'à partir de 35 ans, la fertilité diminue, franchement. Tout en sachant que ça dépend aussi du mode de vie de chacune, la consommation d'alcool, de tabac, le poids, tout ça. Enfin, vraiment, la fertilité, il y a les statistiques. À partir de 35 ans, ça a tendance à franchement diminuer. Peut-être que ce serait bien d'y penser avant. Et il y a vous. Pourquoi je dis ça, c'est parce que combien de fois ça s'est vu des personnes à qui on a dit non mais vous avez 41 ans, vous faites de l'endométriose, vous avez fait 2 FIV pour les aînés, clairement vous ne tomberez jamais enceinte, le couple ne prend pas de contraception, bébé surprise, enfin ça se voit tellement souvent. C'est juste que quand c'est un désir, on laisse pas forcément le hasard et on peut voilà, on peut y réfléchir. Ok. Et alors moi j'ai cru comprendre quelque chose et je sais pas si c'est vrai. Quand tu congèles tes ovocytes au plus tôt, en fait, la Ouais, qualité de tes ovocytes reste à l'âge à laquelle tu les as congelés et donc tu as plus de chances. Imaginons je congèle mes ovocytes à 25 ans et je exactement. décide de faire un bébé à 38 ans. Du coup, je conserve la qualité Ouais, d'il y a des 10 ans, ovocytes de quoi. 25 ans. Et donc j'ai plus Exactement. de chances potentiellement de tomber enceinte que si je les avais congelés à cet âge-là. Exactement. Donc c'est pas une légende. Non. Non, non, non. Ok. Donc oui, c'est Bon bah super. intéressant. Donc la loi en fait qui vient de passer cette année, qui permet à toutes les femmes de pouvoir congeler ses C'est ovocytes, c'est incroyable. finalement c'est quand même hyper Ouais. intéressant. Avant on le faisait en Espagne, en Belgique, pas forcément avec les mêmes réglementations qu'en France, mais Et c'est pas le clair même que non plus. c'est incroyable. Exactement, parce Ouais. que ça Alors, coûte cher. oui, oui, oui. Là, enfin, juste la question pour la conservation, c'est vraiment, je pense qu'ils vont se retrouver à peut-être des problèmes juste techniques. De lieu de stockage, est-ce qu'on a suffisamment de place? Mm. Voilà, souvent les lois passent et il y a un petit délai pour que, voilà, très pratico-pratique. Mais voilà, sachez que ça existe et c'est une énorme avancée. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, pour Ah, la c'est clair, c'est liberté de incroyable. la femme, c'est incroyable. C'est incroyable. Et de toute façon, ce que tu dis, entre la loi passe et un délai, déjà quand tu es en process FIV parce que tu as de l'endométriose ou parce que tu as besoin de faire une FIV, tu as des mois et des mois d'attente Voilà. pour arriver à le faire. Donc, je ne sais pas comment les médecins vont arriver à gérer Mm. euh, une patiente qui est célibataire, qui a besoin de congé ses ovocytes parce qu'elle en a envie, et une patiente qui a besoin de le faire parce que Mhm. sinon, elle pourra pas. Enfin, les deux besoins sont finalement sur la balance, mais Ouais, qu'est-ce que tu favorises, quoi, tu vois? c'est une très bonne question. Je pense que, Mm. enfin, en réalité, c'est hyper intéressant. Ouais, ouais, c'est clair, c'est Enfin, un vrai sujet. ouais. C'est un vrai sujet de débat. Et alors, du coup, il y a une question, c'est où est-ce qu'on peut faire congeler ces ovocytes? Je sais pas si tu veux y répondre. Oui, bah, il existe les centres de conservation, ça s'appelle des sécos, CECOS. Vous tapez ça sur Internet. Je ne sais plus, il en existe combien en France, mais il n'y en a pas partout. Euh, je sais plus, 10, 20, j'ai un petit doute, pardon. Il Mhm. y en a pas partout, mais voilà, il y a vraiment, vous tapez SICOS, vous avez toutes les infos en ligne. Il vous aide pour poser un arrêt de travail parce que ça demande quand même un investissement, hein. Vous allez bien avoir 10 jours d'arrêt de travail pour les steams, pour les déplacements, pour les échos, etc. Mais voilà, vraiment, vous pouvez vous renseigner. Et en fait, tu peux ne pas être arrêté si tu trouves un centre près de chez toi. Ça peut, ouais, C'est comme une PMA classique. Moi, ouais, je c'est sais que ça. j'ai fait plusieurs ponctions, enfin, j'ai fait plusieurs stimulations et plusieurs ponctions. J'ai jamais été arrêtée, sauf le jour de la ponction qui était Ouais, faite sous anesthésie générale. Et après, tu reprends le travail. Mais c'est vrai que j'ai des copines qui sont allées à l'époque en Espagne. Bah, du coup, c'est vrai qu'elles avaient pris quelques jours, quoi. c'est ça. Et ce qui est ouf, ce qui est fou, c'est que tu as des médecins en France qui sont excellents et qui te recommandent d'aller en Espagne et donc Exactement. qui te recommandent des cliniques en fait, Mm. parce que les techniques sont différentes, parce que il y a plus de dispo, etc., etc. Ouais. J'ai une question qui revient beaucoup, beaucoup, beaucoup.
C'est marrant parce qu'on avait fait un sondage à l'époque, c'est un peu Mhm. touchy. C'est est-ce que la deuxième dose de vaccin peut impacter les règles alors, sur l'abondance et sur les douleurs? Et il y a quelqu'un qui commente aussi, qui dit que depuis qu'elle a fait sa deuxième dose de vaccin, elle a eu 4 mois avec des règles qui duraient un mois. Ça marche. Oui, je sais, enfin, moi j'avoue que je trouve, enfin, moi je trouve pas ça touchy, mais il n'y a pas grand-chose que je trouve touchy. Quand on parle de Euh, vaccin Covid, on met des gros ah oui, guillemets. non mais c'est pas dit, tu sais, là on vient d'être censuré par Instagram, hein, on a prononcé le mot. Ah, c'était pas ce mot-là que je Non, voulais, non, que je voulais non, prononcer. non, non. Bref, le mot qu'on ne dira pas. Bah, en fait, j'ai envie de dire, alors, qu'est-ce qu'on va vous répondre quand vous en parlez à vos soignants? Aujourd'hui, il n'y a pas eu d'études qui montrent qu'il y a un lien direct. Néanmoins, j'ai aussi envie de dire, il y a les stats et il y a vous ce que vous vivez. Ouais. À partir d'un moment, on sait que l'inflammation peut augmenter l'abondance des règles. Bah, lorsque je fais un vaccin, j'ai des réactions immunitaires qui augmentent. Et donc, effectivement, ça peut influencer mes règles. Peut-être aussi que je me sens hyper stressée, je n'étais pas du tout à l'aise à faire ce vaccin, et que c'est pas le vaccin, mais c'est le stress qui a eu un impact sur mon cycle. Donc, en fait, les variations du cycle sont tellement dépendantes de plein de choses que, genre, enfin, j'ai envie de dire, presque chacun des changements de votre vie peut changer votre cycle. Donc, au bout d'un moment, si plusieurs personnes le relatent pendant plusieurs mois, etc., bah, ça vaut le coup de se poser la question. Mais de toute façon, est-ce que c'est absolument ça? Je ne sais pas. Euh, et enfin, ce que j'ai envie de dire, c'est que personne ne peut affirmer que c'est 100% impossible. Hmm. Donc, enfin, voilà. Enfin, C'est, il y a différents facteurs, c'est comme tu le disais tout à l'heure sur l'alimentation, le gras, le stress, la condition physique, etc., qui peuvent jouer. Donc peut-être c'est ça. qu'effectivement, si ça joue sur l'inflammation, ça joue forcément sur les règles. Tu sais, Ouais. on avait fait nous un sondage cet été Ouais. pour savoir bah, le nombre de personnes parmi nos abonnés qui avaient été vaccinées, si elles avaient rencontré des changements sur leur cycle, des règles plus abondantes. On a eu 30 000 répondants sur Ah la oui. totalité de nos réponses. Et on a eu 69% des personnes qui ont répondu qui disaient qu'il y avait eu un impact sur leurs règles. Ok. Ce qui est assez fou. Mais C'est c'était fou. assez différent. Tu avais des personnes qui avaient des règles plus abondantes et Ouais. des personnes qui avaient des règles moins abondantes. Donc c'était, ça variait énormément, quoi. Ouais, non, mais Mm. c'est hyper intéressant. Enfin, et à la fois, c'est ce que je trouve un peu magique dans le corps de la femme, c'est ce côté, en fait, qu'est-ce qui s'est passé ce dernier mois? Tiens, mes règles sont pas comme d'habitude. Qu'est-ce qui s'est passé ce dernier mois? Est-ce que j'ai fait plus de sport, moins de sport? Qu'est-ce que j'ai mangé? Est-ce que je viens de me mettre en couple? Est-ce que je viens de rompre? Et finalement, parfois, on arrive à faire des liens qui nous sont propres et qui sont pas forcément effectivement dans la littérature, mais il y a des choses juste que notre, voilà, une cascade de réactions, quoi. Ouais. Non, mais le corps est quand même bien fait, Incroyable. hein. Il peut Ouais. construire, déconstruire, créer plein de choses. C'est assez dingue. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Il y a une question qui revient de façon récurrente, mais qui n'a aucun Je rapport crois avec que les j'ai vu. règles. Tu l'as vu? C'est assez marrant. On a été pas mal de ce message, mais bon, bref, c'est rigolo. Charline, tu nous feras un tuto boucle plus tard. Merci, avec grand plaisir. Bizarrement, personne ne me demande comment j'ai fait mon brushing, mais ça me va, il n'y a pas de problème. Ben, je pense qu'on a fait le tour du sujet, sauf si j'oublie quelque chose. Bah écoute, moi ça me paraît. Attends, je vais regarder mes notes pour être sûre de ne pas avoir oublié un truc hyper intéressant que je voulais vous dire. Euh, Oui, non, juste bah, Ouais, pour clôturer quand même sur vas-y, quand aller consulter. Quand même, c'est important. vas-y, c'est quand Euh, même important. Ouais, donc si toutefois vous regardez le score de IGAM pas de stress, voilà, si vos règles sont supérieures, si le score est supérieur à 150, allez consulter, faites le point avec votre soignant, peut-être adapter votre contraception. Voilà, je sais que de moins en moins de personnes ont envie de prendre des hormones, mais parfois c'est une histoire de balance. Donc c'est important voilà, de prendre toutes les informations. Si toutefois les règles sont absolument extrêmement abondantes, associées à de la fièvre, des pertes qui sentent vraiment mauvais, allez
consulter également. Si vous avez des saignements extrêmement abondants avec une douleur qui ne passe pas avec des antidouleurs, dans ces cas-là, on va aux urgences. C'est qu'il y a peut-être quelque chose à gérer tout de suite. Voilà. Super. Et alors, bien soigner son alimentation, etc. Mais il y a plein de questions qui arrivent tout d'un coup. Donc, le live arrive à sa fin, mais n'hésitez pas, on va vous mettre la totalité du live en IGTV. J'ai vu pas mal de questions aussi sur les culottes menstruelles, comment on peut gérer du coup les pertes abondantes. Sur notre site, vous retrouvez toute une gamme de culottes avec des flux qui vont du plus léger au plus abondant, avec un shorty qui est fait pour le postpartum, qui va absorber jusqu'à 100 millilitres de sang. Donc, n'hésitez pas parce que c'est largement plus que ce qu'on peut avoir. Et on a aussi, juste Charline, je réponds à ces questions-là. On a co-créé une culotte menstruelle qui est en coton bio non teinté. Donc, il va être très clair à l'intérieur et à l'extérieur. Et ça a été co-créé avec un groupe de sages-femmes, justement, pendant quelques mois, qui répond à la question, comment est-ce que je perds, combien est-ce que je perds de sang pendant mes règles, ou en post-opératoire, ou en postpartum immédiat? Quelle est la couleur de mes pertes, si elle est, on va dire, classique, ou si elle est très noire ou très claire, etc. Et ça pourra vous donner des indications pour les partager avec votre professionnel de santé et vous s'en servir au quotidien. Voilà, écoute Charline, j'ai été ravie Moi aussi. de clôturer en tout cas et de débuter ces lives et de clôturer l'année avec toi. On a créé plein de contenus ensemble sur les règles abondantes, sur la couleur des pertes, sur l'acidité des pertes aussi, beaucoup de questions autour de ça, sur la contraception, sur le SOPK, Ouais, on plein a de parlé vidéos. fausse couche aussi. Ouais, c'est vrai. Plein de sujets. N'hésitez pas à les retrouver sur notre chaîne YouTube ou sur notre blog. N'hésitez pas à suivre Charline qui fait un contenu incroyable. Peut-être qu'un jour, elle nous parlera de ses boucles, comme c'est à en demander, mais ça, je suis pas sûre que ce soit le sujet du jour. Et écoute, Charline, merci mille fois de nous Merci à avoir toi, Marie. accompagnés ce soir. Merci à tout le J'étais monde. ravie en tout cas de te retrouver. Moi aussi. Merci à tout le monde. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir.